Bonjour et bienvenue sur Guerre et Littérature. Alors aujourd'hui, dans ce nouveau format, il ne s'agit pas d'interview de présentation de livres, mais de ce qu'on appelle dans un abominable anglicisme que je vous demande de me pardonner, un React. ou réaction en bon français. On va régir un petit peu l'actualité littéraire, et notamment une affaire qui met en émoi le monde de la culture, en tout cas dans sa frange parisienne. Je veux bien entendu parler de l'affaire Grasset. Alors, petit rappel avant de commencer, cette chaîne se veut neutre et apolitique. Dessus, j'ai eu le plaisir de recevoir aussi bien des personnalités de gauche que des personnalités de droite. Toutes les sensibilités et les opinions sont les bienvenues, et quel que soit votre bord politique, à partir du moment où vous avez quelque chose d'intéressant à dire sur la littérature ou sur la guerre, puisque c'est un petit peu le sujet de la chaîne, vous êtes ici chez vous, dans les commentaires ou en interview. D'ailleurs, si vous avez écrit un livre ou un article en lien avec la littérature de guerre, que ce soit du roman historique, de la fantaisie, de la poésie, de l'essai, n'hésitez pas à me l'envoyer. Je le lirai avec plaisir et possiblement je pourrais le présenter sur la chaîne. Surtout si on peut faire une activité physique sympathique autour pour le présenter, de manière un peu plus ludique. Par exemple, j'ai un auteur, Julien Adam pour ne pas le citer, qui m'a très aimablement envoyé son dernier livre sur la bataille de Castillon pendant la guerre de Cent Ans, où les Français ont poutré les perfides Anglais. Eh bien on va aller en discuter en faisant un match de Béour, histoire de se mettre un peu dans l'ambiance. Je ne vous oublie pas Julien. Bref, vous l'aurez compris, c'est bien la qualité de ce que vous faites et non son bord politique qui m'intéresse. Au spectateur ensuite de juger si ça lui plaît ou non. Et s'il veut m'approuver ou vouer aux gémonies, les commentaires sont là pour ça. Alors, pour ceux qui n'en auraient pas entendu parler, l'affaire Grasset, c'est quoi? En quelques mots, Grasset, c'est l'une des plus prestigieuses maisons d'édition parisiennes. Dans le monde de l'édition, il y a une expression, Galligrasseuil, pour parler des trois grandes maisons d'édition qui font la pluie et le beau temps sur le petit univers de la littérature française. Gallimard, Grasset, Le Seuil. Si un jour vous arrivez à signer dans l'une des trois, vous gagnez automatiquement 10 points d'aura à vos repas de famille pendant les 10 prochaines années. Et votre avenir est plus ou moins assuré. Elles ont un nom prestigieux, un sacré réseau, un accès aux médias et aux plateaux télé, bref tout ce qu'il faut pour faire la différence dans un secteur en crise et saturé. Et Grasset, il y a quelques temps, est passé sous le contrôle du milliardaire de droite Vincent Bolloré. Alors, je n'ai pas d'affection particulière pour Vincent Bolloré, c'est pas un grand démocrate, c'est un patron d'entreprise. Ça se passait plus ou moins bien, jusqu'à ce qu'il décide de licencier le directeur de Grasset, Olivier Nora. Et alors là, tempête médiatique et indignation collective. Plus de 200 auteurs ont quitté Grasset à grand fracas, avec des noms célèbres comme Bernard-Henri Lévy, Virginie Despentes ou Frédéric Becbédé. Ils ont mis en scène leur départ à grands coups de tribune dans la presse, dont on a eu l'impression qu'elle était unanimement d'accord pour dénoncer cette décision dictatoriale. Ainsi, le récit médiatique que l'on nous a proposé tout au long des éditoriaux et articles était délicieusement manichéen. Un méchant milliardaire réactionnaire qui veut censurer la culture en France pour servir son agenda politique. Et de courageux auteurs qui entrent en résistance pour défendre la liberté d'expression. À titre personnel, je n'ai pas réagi tout de suite, parce que je voulais d'abord prendre un peu de recul sur l'événement, et être sûr de bien comprendre ce qui était en train de se passer. On vit en effet beaucoup trop dans un monde d'instant T, où il faut toujours réagir à chaud. Mais déjà d'instinct comme ça, il y avait un petit quelque chose qui me chiffonnait. C'est que tout ce petit monde semblait un peu trop unanimement d'accord à parler à l'unisson d'une même voix. Comme le disait le général Patton, si tout le monde est d'accord autour de la table, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui ne réfléchit pas. Et comme le disait un autre grand penseur du XXe siècle, à savoir le regretté Coluche, ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. Ah, Coluche, qu'est-ce que tu nous manques? De fait, il y avait une première chose qui me chiffonnait, c'était un petit doute sur la partialité des médias dans cette affaire, pour une raison assez évidente que je vous explique de suite. En fait, en lisant un peu les noms de 200 auteurs qui ont quitté Grasset, il y a une chose qui m'a frappé. C'est que bon nombre d'entre eux sont aussi journalistes dans ces mêmes médias qui ont largement commenté l'affaire. Et là, ça pose quand même un petit cas de conscience, parce que cela veut dire que ces journaux sont à la fois juges et partis. On peut citer évidemment Bernard-Henri Lévy, le plus connu de tous, qui est aussi le président du conseil de surveillance de la chaîne Arte du service public. Est-ce qu'on ne pourrait pas légitimement supposer que la chaîne ne va pas critiquer son propre président du conseil de surveillance, et qu'elle va plutôt aller dans son sens, qu'il est taureau raison? Il y a aussi Sorge Chalandon, qui vient du Canard enchaîné, Laurent Geoffrin, qui vient de Libération, David Dufresne, qui vient de Mediapart, Valentine Faure ou Florent Georgesco, qui sont journalistes au Monde, Frédéric Becbédé, qui fait des piges pour le Figaro. Ça fait quand même beaucoup de monde dans ce petit univers politico-médiatique. Alors attention, cela ne veut pas dire que ces médias ont tort ou raison.
Et cela ne remet pas automatiquement en cause la qualité de ce qu'ils écrivent. Mais, déjà, on peut s'attendre à ce qu'ils ne soient pas complètement impartiaux dans l'histoire. Parce que là, on assiste à une situation où les médias sont à la fois juges et parties dans l'affaire. Pour rendre la justice, en général, c'est quand même assez moyen. Donc il faut bien garder cela dans un coin de la tête quand on lit tous ces éditoriaux enflammés. Est-ce qu'il n'y aurait pas un léger petit conflit d'intérêts par hasard? Eh. Mais alors, que s'est-il passé exactement et pourquoi concrètement Olivier Nora a-t-il été renvoyé? Pourquoi Olivier Nora a-t-il été licencié? Est-ce que c'est parce qu'il a voulu résister à la censure de Bolloré, qui aurait voulu interdire à des livres de paraître? Eh bien, pas exactement, et c'est peut-être même tout l'inverse. Bon, déjà, ce n'est pas à cause de son salaire, même si celui-ci a effectivement fait débat, surtout quand on est à la tête d'une entreprise en déficit. Le chiffre d'affaires de Grasset est passé de 16,5 millions d'euros en 2024 à 12 millions d'euros en 2025, soit une baisse d'un tiers. Il y a quand même des PDG qui se font virer pour moins que ça dans le privé. Surtout que le pire, c'est que le brave Olivier Nora, lui, dans cette affaire, eh bien, il s'est augmenté son salaire pendant la même période, qui est passé de 830 000 euros annuels à 1 million d'euros. Bon, ce que je retiens surtout, c'est que cela a amené à cette situation savoureuse, où c'est la première fois depuis 30 ans que je lis Le Canard enchaîné, que je vois mon volatile préféré, dans son éditorial de la Une, défendre un riche qui gagne 50 fois le SMIC et relativiser son salaire de millionnaire quand son entreprise est en train de couler, la comparant aux émoluments d'un footballeur ou d'un héritier. Chapeau au grand écart et la souplesse idéologique, comme quoi tout arrive et je peux vraiment dire que j'aurais tout vu dans ma vie. Mais, selon que vous soyez puissant ou misérable, les jugements de la cour vous rendront blanc ou noir, comme le disait si joliment La Fontaine. Et bien, selon que vous soyez progressiste ou réactionnaire, les jugements du Canard enchaîné vous rendront victime ou méchant capitaliste. Venons-en maintenant à la vraie raison. Alors, quand on lit les médias, on a l'impression que c'est parce qu'Olivier Nora voulait défendre la démocratie face à la censure. Radio France titrait ainsi Un pilier de la démocratie est en jeu. Télérama, un certain esprit de liberté est attaqué. Alors, ça me fait beaucoup rire, parce que quand on connaît un petit peu le monde de l'édition, on s'aperçoit qu'il n'y a rien de moins démocratique et de moins libre qu'une maison d'édition. Une maison d'édition, ce n'est pas une démocratie participative, c'est une entreprise capitaliste, un empire où l'éditeur est patron et maître chez lui. S'il veut ou ne veut pas vous publier, c'est lui qui décide. Sauf s'il a lui-même un patron, ce qui s'est passé ici. Et justement, la plus grande hypocrisie dans cette histoire, c'est que c'est justement Olivier Nora qui a voulu censurer un livre d'une certaine manière, et Vincent Bolloré qui a voulu le faire paraître. C'est vraiment le monde à l'envers. Alors déjà, Olivier Nora, ce noble éditeur que tous ses auteurs défendent, est coutumier du fait. En 2009, Daniel Schiffer, professeur de philosophie, voulait publier un pamphlet aux éditions Fayard sur les nouveaux philosophes, où il critiquait Bernard-Henri Lévy. Fayard avait initialement accepté. Le contrat a été signé, mais entre-temps, Olivier Nora a remplacé le patron de Fayard, tout en continuant de diriger Grasset. Or, devinez qui est l'un des plus grands auteurs chez Grasset, Bernard-Henri Lévy. Eh bien, Olivier Nora a tout simplement annulé la commande. Serait-il mesquin de rappeler que Bernard-Henri Lévy est l'un des principaux auteurs chez Grasset, que Olivier Nora et lui se connaissent bien? Et est-ce qu'on n'a pas là un magnifique cas de censure et d'entre-soi? Et ici, c'est un autre livre qu'il a voulu, sinon censuré, du moins invisibilisé, celui de Boualem-Sansal. Alors Boualem-Sansal, très honnêtement, je n'ai jamais lu sa prose et j'ai encore du mal à me faire une idée sur le personnage. De ce que j'ai vu, c'est un écrivain martyr de 80 ans qui a été impressionné par le régime algérien pour avoir osé le critiquer. On est là pour le coup devant quelqu'un qui a vraiment défendu la liberté d'expression. Non pas dans les soirées mondaines du 6e arrondissement, mais dans les geôles insalubres d'Alger, et qui en a payé le prix fort. Et parce qu'il a critiqué le régime algérien, Boualem Sansal a eu, à tort ou à raison, le sentiment que le petit monde de l'édition française, qui est assez frileux dès qu'il s'agit de cette question, l'a laissé tomber, et notamment son éditeur initial, Gallimard. Aussi a-t-il quitté Gallimard avec pertes et fracas, et il a écrit un livre assez explosif sur sa captivité en Algérie, et surtout sur l'attitude du milieu culturel français. Alors là aussi, j'ai un peu du mal à me faire une idée, parce que d'un côté, il a quand même été élu à la quasi-unanimité à l'Académie française, il a été défendu par l'émission La Grande Librairie, qui parlait de lui chaque semaine, mais je pense que je n'ai pas aussi tous les dessous de l'histoire. Donc si vous en avez, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Olivier Nora, qui fait partie de ce même milieu culturel très porté sur le réseau et l'entre-soi, n'était pas spécialement enthousiaste à l'idée de le publier. Et en fait, il voulait bien le faire, mais en novembre, c'est-à-dire une période qui est creuse dans l'édition où les gens achètent moins de livres. Alors que Vincent Bolloré voulait le publier en juin, l'un des moments forts des temps d'édition où les gens achètent leurs livres pour les vacances, et où l'impact médiatique est maximal.
énorme clash entre les deux, et le milliardaire a fini par licencier le millionnaire. Et aussitôt, une énorme partie des auteurs de Grasset, officiellement par solidarité envers leur éditeur, ont démissionné. Alors, certaines mauvaises langues, dont je ne fais évidemment pas partie, pourraient dire que c'est aussi un peu pour se mettre en scène et se faire passer pour les chevaliers blancs de la liberté d'expression. Chacun se fera son jugement dessus. Une autre chose, c'est que une grande partie de ces auteurs va rapidement retrouver une maison d'édition, et je pense que dans les prochains mois, on verra également une partie de ces auteurs revenir chez Grasset. Et c'est là où ça va être intéressant de regarder ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si Vincent Bolloré n'est clairement pas un démocrate, permettez-moi de douter que ses adversaires le sont tout autant qu'ils le prétendent. Voilà, je vous ai présenté l'affaire sous un autre angle. À vous maintenant de vous faire votre opinion. Je ne prétiens absolument pas avoir la vérité dessus. Je trouve que c'est une affaire qui est particulièrement intéressante parce qu'elle dit énormément de choses sur le milieu culturel et médiatique en France. Si vous avez des éléments à apporter que je n'aurais pas cités, des critiques constructives ou tout simplement votre avis, n'hésitez pas à le mettre ici en commentaire, je le lirai avec plaisir. Et si ce format vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et booster, cela fait beaucoup d'anglicisme, pardonnez-moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et surtout une bonne lecture. Victime d'attentats pâtissiers, ah, qu'est-ce qu'il nous a fait marrer. Le philosophe des beaux quartiers, la chemise blanche en décolleté, la suffisance et son métier, mais putain ce qu'on a rigolé quand il a voulu se révolter.